Eh ben, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de la SFU. Donc, on a vraiment le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Ludovic et Serge qui vont nous faire une rapide présentation sur un sujet dont tout le monde, je crois, a entendu parler. Il s'agit de la ville du quart d'heure. Donc, comme d'habitude, ce rendez-vous est enregistré. Il va se composer donc de la présentation de Ludovic et Serge dans un premier temps, et puis ensuite d'un débat. Donc, ce que je vais vous demander, comme d'habitude, à tout le monde, c'est d'éteindre les caméras et les micros le temps de la présentation. Et puis ensuite, donc, dans un deuxième temps, on rallumera tout ça et on aura l'occasion de se présenter plus en détail au fur et à mesure du débat. Donc voilà, donc Ludovic et Serge, la scène est à vous et on vous écoute avec attention et on vous retrouve tout à l'heure donc pour le débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, une rapide présentation. Donc, moi, je suis Serge Verda, je suis directeur général de l'agence urbanisme Pays d'Aix-Durance. Et on va vous faire cette présentation à deux voix avec Ludovic Vert, donc responsable de l'atelier prospective et dynamique territoriale à l'agence aussi. Donc, le projet aujourd'hui, c'est donc d'avoir l'approche que l'on a faite du concept de la ville du quart d'heure, qu'on connaît beaucoup au travers des travaux de Carlos Moreno, et vous expliquer un petit peu la genèse de notre implication sur ce sujet-là, et illustrer avec la déclinaison que l'on a faite sur Aix-en-Provence, et plus particulièrement après sur un quartier précis qui est juste à côté de l'agence. Donc, est-ce que tout le monde voit bien déjà, pardon? Oui. Est-ce que l'écran est visible par tous? Oui. Allez, c'est parfait. Merci. C'est parfait. Donc, comment est partie notre implication? Ben, c'est au sortir du Covid, la ville d'Aix-en-Provence avait l'habitude de nous missionner pour organiser des séminaires sur l'attractivité d'Aix-en-Provence. Et le séminaire de 2021, on avait comme grand témoin donc Carlos Moreno qui a illustré, qui a animé, qui a fait sa parole d'expert en ouverture de ce séminaire de l'attractivité d'Aix-en-Provence sur sa théorie ou son concept, comment dire, de la ville du quart d'heure. Le Covid étant encore frais en 2021, on avait de nouvelles appétences de la part de la société qui ont re-questionné l'environnement dans lequel ils habitaient, à la fois dans leur intérieur et surtout dans les espaces extérieurs, surtout après une période de privation grave, et d'avoir un besoin très fort de retrouver des aménités à proximité de leur lieu de résidence. C'est un sentiment, disons, qui s'est un peu exacerbé suite aux confinements successifs que nous avions vécu, et donc une réinterrogation du lieu de vie idéal qu'on attendait, notamment pour les urbains, ceux qui habitaient en centre-ville, réinterrogeant la qualité de vie, plébiscitant le vélo, la marche à pied, et envie de retrouver tous les commerces, on va définir le concept, commerce, culture, etc., à proximité de leur lieu de vie. Donc, j'ai un petit peu dévoilé cette notion de ville du quart d'heure qui met en état donc, et en avant, selon Carlos Moreno, la possibilité de retrouver donc, à 15 minutes à pied ou à 5 minutes en vélo des fonctions essentielles. Alors, ça aussi un vocabulaire lié au Covid, de comment habiter, travailler, consommer, se soigner, s'éduquer et s'épanouir dans ce périmètre idéal de 15 minutes à pied ou 5 minutes à vélo par rapport à son domicile, enfin en tout cas un lieu de vie. Alors, avant de passer à la diapo suivante, c'est un concept qui est alléchant et qui est déjà critiqué parce que aujourd'hui, certains détracteurs voient ça aussi comme un synonyme d'enfermement et de mettre sous cloche, toujours pareil dans ce périmètre de 15 minutes, une certaine partie de la population. Donc on voit qu'aujourd'hui tout va très vite et quelque chose
qui a été une grande appétence en 2021, donc d'aller faire ce côté de proximité, est déjà un peu décrié. Mais bon, ça, on le laissera pour peut-être un autre débat. Voilà. Donc, je le rappelle, comment on a modélisé, et après les travaux que va vous présenter Ludovic, c'est au travers de ces 6 fonctions sociales que sont le logement, le travail, la consommation, le soin, l'éducation et plus largement la qualité de vie et ce qui fait l'épanouissement personnel, comment on peut arriver à avoir donc dans des périmètres de 15 minutes, au point de départ, mais là c'est la technique qu'il va appeler un lieu de recentrer comme une centralité, d'avoir tous ces éléments à proximité pour une grande partie de la population. Donc, je passe la parole à Ludovic. Non, vas-y. Ok. Donc, c'est les enjeux, on les connaît tous. Hein. C'est vrai que on l'a intitulé la présentation Quintessence de l'urbanisme ou effet de mode à l'heure du numérique. C'est vrai que, comme tu le dis, ça questionne énormément parce qu'aujourd'hui, on est connecté en permanence et on a la vie à domicile finalement. Donc, finalement, quel intérêt d'avoir tout ça alors qu'on est en réseau et connecté en permanence. Mais sauf que le numérique aussi et le Covid ont révélé cette notion de proximité et le besoin, comme tu disais Serge, d'avoir redécouvrir son quartier et le pratiquer peut-être différemment. Donc, c'est des enjeux qui renvoient à cette notion d'hyperproximité, hein, bon, ça on l'a dit. C'est un concept qui met en avant la question du polycentrisme et qui rompt quand même avec peut-être 60 ou 70 ans d'urbanisme où on a plutôt eu tendance à zoner hein, les zones d'activité ici, les zones résidentielles, le pavillonnaire, le commerce, les équipements, etc. Donc là, on remixe un peu tout ça. Donc, c'est une stratégie qui répond aux objectifs de développement durable parce qu'on est dans une logique aussi de réduction des distances de déplacement. Hein. Vous allez le voir après, on a quelques stats aussi intéressantes sur la mobilité qui évolue fortement hein, ces dernières années, avec plutôt une tendance à la démobilité. En gros, on élimine tous les déplacements contraints et on se rapproche de son lieu de travail. L'autre rapport au temps aussi avec le chrono-urbanisme et la chronotopie, ça c'est important aussi. Parce qu'en gros, l'idée de tout ça, c'est de dire que les usages des bâtiments doivent évoluer et on n'affecte plus qu'un seul usage à un seul bâtiment, type, on verra après avec l'exemple de la ville d'Aix, mais type les gymnases, par exemple, ou les terrains de sport, bon, ils sont utilisés que par des équipes soit sportives, soit des associations. Bon, il faudrait peut-être un peu mixer tout ça pour redonner un peu une forme d'intensification des usages avec cette question d'hybridation et de modularité. Donc, on voit qu'il y a quand même des enjeux derrière qui ne sont pas juste on va acheter son pain chez le boulanger. Quoi. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Donc, garantir les accès aux aménités, diversifier les centralités secondaires, développer les mobilités alternatives, on l'a dit, mobilité douce, TC, stationnement, etc. Donc, on voit que la mobilité douce, c'est aussi un des effets positifs du Covid. Hein. Ça a plutôt fortement augmenté ces dernières années. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même. La proximité est quand même analysée à l'aune du déplacement, qu'il soit piéton ou vélo. Donc exactement. Ça va interroger ce... Et avec peut-être des déplacements contraints type aller au travail, moins importants qu'avant. On sent la vie à longtemps. Voilà, le télétravail. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie, ou qui va sortir sur la région PACA, par exemple, qui a montré que 10%, c'est le directeur de l'INSEE qui l'a dit, mais il faudrait quand même qu'on voit les chiffres, mais 10% de pollution en moins depuis le télétravail, en gros. Ça, c'est très clair. Et un dernier enjeu qui est celui de réévaluer la stratégie de densification. Hein. Donc, ça, c'est du document d'urbanisme pur. PLU, PLUI, secteur à densifier, sauf que on densifie aujourd'hui dans des secteurs qui ne sont peut-être pas forcément bien équipés. Et donc, prévoir cette densification plutôt là où se trouvent les commerces, les services de proximité, c'est peut-être plutôt pas mal. Pour les intensifier, par contre. Pour les intensifier. Et oui. Non, c'est intensifier pour intensifier l'usage d'équipements qui, peut-être par endroit, étaient sous-employés, voire du commerce. Voilà, ou de renaissance de certains équipements, ou de commerce. La méthode, on va la faire très très simple parce que c'est assez compliqué, mais ça après Théo pourra vous expliquer aussi parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, mais ça on en parlera après. Une centralité de proximité, enfin on l'appelle comme on veut, une polarité ou une centralité, peu importe, c'est quoi? C'est un secteur qui concentre ses fonctions, donc il y a une notion de densité, il faut qu'il y ait beaucoup de commerce, beaucoup d'équipements de santé, beaucoup d'équipements scolaires, beaucoup d'équipements de loisirs, donc densité, plus diversité.
un secteur monofonctionnel comme une zone commerciale n'apparaît pas dans la baie du quart d'heure, parce qu'il n'y a que des commerces, même s'il y a une hyperdensité. Et on est vraiment sur cette notion de proximité, c'est-à-dire toutes ces aménités, tous ces équipements et services du quotidien. Alors, on va prendre, par exemple, un boulanger, mais on ne va pas prendre un magasin de meubles. Voilà, on va prendre un médecin généraliste, mais on ne va pas prendre un spécialiste ou un ophtalmo, etc., etc. Donc, on est bien là pour faire une pause technique. L'espace a été carroyé sur des secteurs de 200 mètres par 200 mètres. On a quantifié le volume, donc en quantité, la présence soit d'équipements commerciaux, de soins, d'éducation, d'habitat et de travail. Et on les a. Donc, ça, c'était pour avoir la cartographie de ces équipements. Et après, on a superposé ces couches pour voir où est-ce qu'on avait cumul de différents indicateurs. Donc, il y a une définition de seuil pour chacun de ces des 6 fonctions qu'on a indiquées. Et donc, à la fois le seuil pour apparaître et que le cumul fasse qu'on ait au même endroit une diversité de ces équipements. Et on considère qu'on a une centralité quand on a au moins 4 des 6 fonctions qu'on vous a données qui sont présentes, laissant du coup, après on verra techniquement, à la collectivité le soin d'apporter les maillons, les carrés manquants, disons, sur ce qui ferait défaut dans ces secteurs-là. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que thème par thème, on peut voir les quartiers qui sont bien notés, moins bien notés, là où il y a des manques, des besoins, là où il y a une sur-offre, et sur quel créneau. Mais en tout cas, voilà, quand on arrive à cette carte-là qui a été beaucoup diffusée dans la ville, on se rend compte qu'on a aujourd'hui 16 centralités. Donc, évidemment, le centre et sa couronne très étendue, donc le centre d'Aix, on va à peine d'en reparler, hyper attractif, 100 000 visiteurs par jour, voilà, qui répond d'ailleurs de moins en moins à la notion de vie quotidienne, parce il manque un facteur important maintenant. Bon, je caricature un peu, c'est pas enregistré, j'espère, montrer les habitants. Il y a une forte concurrence touristique, bon, il y a tous ces sujets-là, et des petites centralités de quartiers, hein, vous les voyez, hein, Saint-André, Saint-Benoît, Pont-de-l'Arc, etc., Encagnane, les Milles, la Durande, etc., qui à leur échelle, bien évidemment, qui n'est pas l'échelle du centre-ville, mais qui à leur échelle structure un peu et offre ce panel de diversité. Exactement. Et au final, on a 79% des Aixois qui habitent à moins de 15 minutes. Donc, il y a quand même des zones blanches, pas tant que ça. Alors, la méthode a évolué depuis, hein, parce qu'on est en évolution permanente avec le travail. Les bases de données évoluent aussi. Voilà. Les bases de données évoluent, la notion d'isochrone aussi a évolué, parce qu'on a déterminé des isochrones aussi autour de ces polarités. Bon, techniquement, ça a été compliqué à faire ça, parce qu'il a fallu géolocaliser des bases de données, les traduire dans des carreaux de l'INSEE, mettre les scorer, enfin, ça a été quand même assez technique. Voilà, et bon, cette diapo, tout simplement pour dire ben, voilà, il y a des centralités qui ont des fonctionnements différents. Hein. On voit le centre-ville, 23 000 habitants, bon, c'est pas pareil que Sainte-Trope qui est à 500 habitants, vous voyez. Donc, des fonctionnements différents, mais ça nous a permis de qualifier ça en fonction d'un ratio total d'équipement sur l'abscisse et une diversité sur de A4 et plus de fonctions. Et là, on a des typologies de centralité, vous voyez, avec le centre-ville qui apparaît à part, des centralités quand même à renforcer, comme celle du Château de Bouffant, et d'autres à équilibrer, etc. Donc, vous voyez, alors, ça donne déjà un peu des idées sur la stratégie en matière d'aménagement du territoire. Et des enjeux pour la ville très clairs, c'est-à-dire, bon, les termes sont un peu techno, mais les agoras un peu intergénérationnels, c'est de dire, en gros, on a 16 quartiers, 16 centralités, qui correspondent d'ailleurs à peu près au quartier administratif, ça c'est vrai. Ben, peut-être dans une de ces sujets-là, c'est, outre on améliore l'offre quand il y a des manques, donc ça, il faut faire, et vous verrez plus tard ce qu'on a fait. Et parallèlement, on crée aussi des lieux de vie, de lieux intergénérationnels, de sociabilité, de rencontres, autour des espaces publics, parce que l'espace public aussi... Tout ça réinterroge bien sûr l'usage de l'espace public. Tout à fait. C'est quand même aussi un sujet qu'on n'a pas réussi à quantifier. Malheureusement, c'est un peu compliqué, on va y arriver, mais en tout cas, voilà, ça reprend la question. Ça, c'est toujours moi. Donc ensuite, là, ça, c'était la partie théorique. Maintenant, on va vous montrer comment... Alors, on aurait aimé que quelqu'un de la ville soit présent, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se libérer. On voulait que le DGS soit présent, mais il n'a pas pu se libérer. Donc, on va assurer... Le service après.
Voilà, donc un outil au service des politiques publiques, parce que cet outil-là, indépendamment du fait d'être statistique, théorique et hyper intéressant au plan intellectuel, c'est aussi un outil au service des politiques publiques. Le pilotage, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville, via son DGS et via tous ses différents services, s'est emparée de l'idée et des données qu'on a derrière pour justement organiser et structurer ses politiques publiques. Quelques exemples, ça c'est encore moins, quelques exemples, voilà, avec le sport, par exemple. Ben, très bêtement, on a cartographié, on va dire, tous les équipements sportifs de proximité en libre accès ou qui ne sont pas libres en libre accès. Les terrains de proximité qui sont extrêmement importants parce que là, il y a dans ces petits terrains-là, on a un terrain de basket, city-stade, etc. Ben, c'est un public très mixte qui se rencontre. Donc, on a cartographié tout ça, on a regardé un peu les forces, les faiblesses, on a regardé comment ça se répartissait par quartier. Et finalement, on s'est dit finalement qu'il y avait des quartiers sous-équipés, il y avait des maillages aussi d'équipements sportifs à renforcer, etc. Vous voyez, donc, ça, concrètement, derrière, ça veut dire que le directeur des services sportifs, par exemple, des équipements sportifs, lui, il va travailler aussi avec le meilleur maillage de ses équipements. Pareil sur les écoles primaires et maternelles. Alors, ce n'est pas une politique les bâtiments, oui, mais l'ouverture d'autres oui, c'est vrai que ça peut, si c'est vrai. Voilà, donc il y a des classes en tension, d'autres qui le sont moins. Et surtout, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur l'ouverture des cours d'école sur les quartiers. Ça, c'est un grand sujet aussi mis en évidence par Moreno, ils l'ont fait à Paris notamment. Les écoles sont sous-utilisées le week-end. Et en vacances. Et si vraiment on a besoin, ça peut être des espaces de fraîcheur avec des cours accessibles, ça augmente les espaces d'usage comme des espaces publics. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément facile à faire passer dans les murs, parce que c'est quand même pas simple non plus d'interprétation. Mais il y a eu aussi toute une politique de la ville depuis quelques années de verdissement des cours d'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours d'école qui ont été verdis, plantés, etc. Donc, ça peut constituer aussi dans les prochaines années, en lien avec le réchauffement climatique, des petits îlots de fraîcheur ouverts sur les quartiers. La culture. Parallélisme des formes, de la même façon qu'ont été répertoriés les équipements scolaires et sportifs. Le travail a été fait aussi pour les questions de culture, et voir, on a bien sûr une offre assez importante dans le centre-ville d'Aix en équipement culturel, mais aussi en périphérie. Et voir comment, là on est plutôt sur une mise en réseau et des confortements et de connaissance aussi de l'existence de lieux culturels à l'extérieur du centre-ville qui permettent justement d'appuyer cette notion sur les 16 quartiers qu'on vous a annoncés. Pareil pour tout ce qui est patrimoine, ça a permis donc de repérer le parc du patrimoine de la ville d'Aix, les 170 éléments qu'on a considérés comme des éléments patrimoniaux, et voir comment, pareil, des identités de villages, de villes ou de lieux de proximité pouvaient trouver une carte au-delà de l'habitude qu'on a du centre-ville d'Aix, qui cumulerait tous les espaces patrimoniaux. Un petit exemple récent, la Bastide Cézanne, Aix-en-Provence, c'est une longue histoire d'amour, on va dire, et il se trouve qu'en vérité, la Bastide est dans le quartier de Jas-de-Bouffan, qui est déjà en périphérie, et qui est un quartier aussi en devenir, mais en recréant et historiquement, en retravaillant le parcours Cézanne, on voit que en vérité, le chemin de Cézanne passait par Encagnade, qui est aujourd'hui un quartier politique de la ville. Donc c'est aussi une façon de remettre des quartiers qui sont connotés parfois par un habitat social, regroupement de dysfonctionnements urbains liés à une urbanisation trop vite, et finalement c'est des lieux culturels, patrimoniaux, qui ont toutes leurs cartes à jouer dans l'histoire de la ville. Ce que vous disiez tout à l'heure, Chantal, c'était que on considère aujourd'hui qu'Encagnade est dans le centre-ville d'Aix, avec tout son patrimoine et l'illustration technique vous le prouvera après. Et on finit par le dernier élément qui est le commerce. Là aussi,
l'identification du tissu commercial avec la caractéristique d'Aix-en-Provence, qu'on n'a pas de grande surface commerciale en centre-ville, qu'on est resté sur du supermarché, on n'a pas d'hyper, le plus gros étant à la Pioline, on est déjà à l'extérieur, permet justement de réinterroger la demande du commerce de proximité différemment, d'avoir une cartographie aussi qui montrait la tendance au monofonctionnement du centre-ville d'Aix sur l'habillement et gastronomie et équipement, donc luxe aussi un petit peu, mais pas tant que ça. On revoit comment remettre du commerce traditionnel dans les quartiers, justement au regard de ces 16 polarités qu'on a identifiées. Donc, on a voulu illustrer tous ces concepts. Excusez-nous, on va très vite, mais on aura l'occasion, au travers de vos questions, de revenir sur les slides que vous avez vus pour les détailler. Donc, concrètement, Ancagnan est apparu comme une polarité de proximité. Donc, Ancagnan, en plus, vous voyez le bâtiment au fond, à droite, c'est là où sont nos bureaux. Et on a une identification, donc, on est dans un quartier de renouvellement urbain, dans un quartier qui apparaît comme une polarité de la ville du quart d'heure, et avec des points forts et des points faibles. Donc, je parlais anecdotiquement de la question culturelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un quartier pour lequel la ville va entamer des démarches de classement au patrimoine industriel remarquable du XXe siècle. Par rapport à son plan d'aménagement, on se rend compte que historiquement, Cézanne a été aussi utilisateur, on va dire, de ce quartier, qui a des bastides qui sont en proximité, la bastide de la Maréchale, des bastides détruites, que le quartier, ça aussi c'est une démarche qu'a faite Marie-Pierre Sicard-Desmuel, élue au patrimoine, c'est que tout le quartier a des noms de rues, d'écrivains, de peintres, donc la culture est présente au travers, à l'époque, puisque c'est un quartier qui fête ses 60 ans cette année, il avait été fait le choix donc, de dénommer tout le quartier avec des noms de personnalités de la culture, on va dire. Voilà. Et un point de travail, c'était la place, aujourd'hui. On vous a dit que, en général, la ville du quart d'heure réinterrogeait l'espace public. Et on a eu cette réinterrogation de la place Romain-Villeneuve, donc, qui figurait à l'écran, qui aujourd'hui accueille le marché 3 fois par semaine et qui, quand il n'y a pas de marché, est un parking. Donc, réinterroger donc, les modes doux, ce qu'on disait, la volonté pour les habitants d'avoir des espaces apaisés, de réinterroger la place de la voiture dans l'espace public et de comment on pourrait retrouver sur cette place un lieu de convivialité, de fédération du quartier, de cette proximité du quart d'heure sur cette polarité. Ouais. Donc ça, c'est une commande de la métropole hein, aussi. Oui, ça, il faut le rappeler. Oui, puisqu'on est dans un quartier politique de la ville et que la politique de la ville est de compétence métropolitaine. Et c'est un travail qui est, voilà, pour le coup, c'est ça aussi qui nous a marqué, c'est que, et ça on en parlera peut-être tout à l'heure aussi dans le débat, mais quand on croise ville du quart d'heure et typologie de quartier, on s'est rendu compte, parce que ce travail-là aussi, on en parlera plus tard, peut-être on l'a décliné à l'échelle métropolitaine, mais souvent c'est des QPV, quartiers politiques de la ville, qui ressortent, paradoxalement, même s'il y a d'énormes problèmes, ça c'est indéniable. Pour autant, dans l'offre de commerce services de proximité, ça reste des secteurs qui sont plutôt bien pourvus. Donc la métropole nous commande cette étude en disant, ben voilà, Ancagnan, place Romain-Villeneuve, ville du quart d'heure, mais maintenant, comment on fait pour réaménager cette place qui ressemble à rien, enfin, avec une analyse plus fine du carroyage qu'on vous a annoncé tout à l'heure et de pointer les dysfonctionnements, les trous qu'il peut y avoir dans la raquette par rapport aux 6 fonctions essentielles que devrait avoir le quartier Tout à fait. Donc, on a fait, alors je vous le passe très rapidement, bon, globalement, le MPNRU, c'est un projet d'ensemble hein, avec plusieurs secteurs dans le quartier. Donc, c'est un quartier de quasiment 9000 habitants, hein, donc c'est quand même un grand quartier. Vous voyez, assez restreint, hein, parce que on voit qu'on est bordé par l'autoroute, l'avenue de l'Europe et une pénétrante urbaine, on va dire. Donc, c'est un quartier assez ramassé, 75 hectares, je crois, 8000 habitants, donc une densité assez élevée. Et finalement, la ville du quart d'heure avant l'heure, puisque l'architecte de l'époque
il a eu l'idée de ne pas faire ce que faisaient les autres, forcément des grands ensembles, des tours et des bars, mais a dit, moi, on va créer un quartier. Alors, c'est l'époque, hein, pourtant. 60 ans. Voilà, donc on a fêté les 60 ans, donc on les fête. On les fête toujours. Donc, on était vraiment dans cette logique. Mais par contre, lui, il s'est dit, on va verdir déjà, on va avoir une ZUP, parce que c'était l'époque des ZUP très vertes. Et on va surtout respecter un peu cette identité harmonie architecturale aixoise avec des hauteurs qui ne dépassent pas les 4 étages, malgré la très forte densité. Vous voyez, donc c'est assez. La hauteur n'est pas forcément égale à la densité. Et surtout, en ayant quelque chose qui marche plutôt pas mal, c'est la rue, quoi, avec des rues, des venettes, des passages. Voilà. Donc, au fil du temps, la voiture est arrivée, il y a eu de la résidentialisation. Le fonctionnement s'est un peu complexifié, mais pour autant, il y a quand même une très grande qualité. Alors, on a fait tout un diagnostic, on ne va pas vous présenter, mais bon, vieillissement de la population, pauvreté, offre de santé plutôt faible, même s'il y a quand même des choses, équipements culturels et sportifs à requalifier, manque de restauration, etc. etc. Résumé dans la petite étoile que tu sais ça. Oui, d'ailleurs, c'est important parce qu'on le fait systématiquement dans tous les quartiers qu'on analyse. C'est-à-dire, par rapport aux grandes fonctions, vous voyez, la centralité de proximité en violet, en l'occurrence, c'est en gagnant. Eh bien, comment elle se positionne par rapport aux autres centralités d'Aix? Quand c'est au-dessus, c'est mieux. Quand c'est en dessous, c'est moins bien. Et on voit que c'est plutôt pas mal pour en gagner, mais quand même qu'il y a des... L'offre de soins est améliorée, la question du logement aussi. L'éducation, il y a ce qu'il faut. Voire même partout. Ouais. Travail, on est dans la limite. Et bien sûr, la culture, même si j'ai annoncé quelques petites points d'anecdotique, c'est pas là qu'il y a le plus d'équipements culturels. Non. Mais ça, il faut dire aussi qu'il y a une enquête sociale. Oui, c'est pour ça que vous avez des paroles d'habitants qui sont sur cette slide, qui a été faite pour recueillir aussi le besoin de la vie et les besoins des habitants. C'est vrai que ça, c'est un point important de l'approche qu'on mène. Hein. Du quart d'heure égale plutôt base de données et offre, mais on n'a jamais l'équivalent de la demande, quoi, que veulent les gens. Et ça, c'est vrai que cette enquête-là, qui a été menée par un bureau d'études Sistra spécialisé dans la concertation, on va dire, a fait émerger des choses très intéressantes. Vous allez le voir après. Donc, des enjeux, hein, diversification de l'offre commerciale, renforcement du marché, restauration, etc. Voilà. Donc, bon, Serge, vas-y. On revient dans ce qu'on a dit historiquement. On a beaucoup de cartes qui retracent la création du quartier parce qu'on a dû faire un travail sur les 60 ans de ce quartier. Donc, avec un plan masse, comme l'a dit tout à l'heure Ludovic, de Raymond Lopez, qui déjà avait proposé un bâti-danse, mais innervé par beaucoup de circulation. Tout à fait. Alors, ça, c'était l'idée d'origine. Longepierre a continué le projet jusqu'à sa réalisation. L'histoire a fait, avant d'arriver sur la place Romain Villeneuve, qu'aujourd'hui, il faut réinterroger cette question de la circulation pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a plus de voitures qu'en 1964. Et, comme l'a dit aussi Ludo tout à l'heure, beaucoup de copropriétés, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un quartier certes d'habitat social, mais il y a beaucoup de copropriétés privées. Et les copropriétés, au fil du temps, ont souhaité, par rapport à ce que je dis sur la place de la voiture, fermer et se résidentialiser, comme on dit, ce qui fait que ce qui était prévu au départ comme un quartier très fluide et très circulé bute aujourd'hui parfois sur des impasses qui ne permettent pas la fluidité historique. Donc ça, on l'a interrogé sur la place. Donc la place, vous l'avez en haut à gauche, une place de 5000 m². On a voulu vous la comparer par rapport à d'autres places d'Aix peut-être plus connues. Et on voit qu'en termes de gamme, on est sur l'équivalent de la place de Verdun qui est devant le palais de justice ou de la place des quarts d'heure qui est bien connue. Donc une vraie place aixoise. On est si on cumule avec les pré-chambres, on a 8000 m², c'est un peu plus grand, mais en tout cas, la taille de la place dans son volume peut être donc là aussi la mise en réseau des places d'Aix-en-Provence, une place qui a, excusez-moi, toute sa place. Il fallait la faire. Fallait la faire, je l'ai faite. C'est la soirée. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, une place qui, en fonction des jours de la semaine, cumule différentes fonctions.
la fonction de marché, donc 3 fois par semaine, une fonction de stationnement, presque 7 jours sur 7, mis à part les quelques heures des matinées, donc du lundi, du mercredi et du vendredi où il y a le marché. Sinon, donc c'est un stationnement public. Dans le carré numéro 2, donc c'est là une vraie fonction de place à retrouver parce que l'animation, la vétusté, la qualité urbaine demande à ce qu'elle soit un petit peu réinterrogée. Du verdissement, il y a pas mal de verdure, et en face d'un pôle commercial qui est le Super U, et d'équipements à droite de la mairie annexe. Vas-y. Des problématiques aussi de fonctionnement et d'usage. Vous voyez, bon, là, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment, à partir d'une approche vite du quart d'heure, on arrive finalement sur du projet urbain très concret parce qu'on a en tête derrière toutes les problématiques qu'on a mis en avant. Bon, on a montré que c'était une place très fréquentée avec des secteurs accidentogènes. Donc, vous voyez, donc on a mobilisé les données MyTraffic qui sont des données de téléphonie mobile hyper intéressantes qui montrent qu'à peu près chaque jour, il y a 3000 personnes qui traversent la place. Or, ils la traversent sans s'arrêter. Je caricature. Et par rapport à ça, on revient sur cette notion d'attente des habitants. Qu'est-ce qui est ressorti en premier dans les principales attentes des habitants? En un, c'est ce que vous voyez apparaître en haut, la sécurité. Bon, ça, c'est assez classique. Et ce qui nous a étonné, c'est la deuxième ligne, c'est-à-dire un espace où on peut garer et stationner sa voiture. Ça, c'est extrêmement important parce que ça fait des années qu'on travaille quand même sur cette place. Et on avait proposé déjà de la piétoniser il y a quelques années. Et on nous avait tout dit, mais non, mais c'est utilisé par les habitants, ça va être enlevé de bouclier, etc. Et là, on a fait des enquêtes, on est allé faire des relevés de terrain. Et c'est pas si fort que ça. Et c'est loin d'être si fort que ça, parce que la particularité d'Ancagnan, c'est d'être à côté du centre-ville, mais aussi à côté de la gare routière. Et voilà, donc ce qui cumule deux facteurs, c'est-à-dire que c'est utilisé pour du stationnement de personnes qui ne sont pas du quartier, qui posent leur véhicule parce que c'est gratuit et qui vont prendre à la gare routière le réseau de bus urbain ou interurbain qui leur permet d'accès à Marseille notamment. Donc c'est un parking un peu gratuit à ciel ouvert de relais pour la gare routière. Et qui entreprise des places de résidents. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment cette question-là à prendre à bras le corps. Et il y a une décision forte, vous allez voir, de réinterroger ça au bénéfice de ce qui ressort en point fort, c'est de redevenir un espace pour des événements, des fêtes, des concerts. Donc, plus public, avec plus d'espace vert. Plus tournée vers l'humain, on va dire, et vers la convivialité que vers le stationnement tel qu'elle est aujourd'hui. Bon, les enjeux de stationnement, on l'a vu. Les enjeux de surchauffe, bon, ça c'est assez... on en parle beaucoup maintenant et c'est un juste titre. C'est une place qui surchauffe plus forcément quand il y a du bitume et des voitures, c'est moins bien que quand il y a des arbres. Donc, moins de... secteur vert quand même. Secteur vert quand même. Voilà. Défaillant sur la place. Voilà. Des enjeux aussi de qualité de l'air qu'on a mis en avant qui étaient extrêmement intéressants parce que le quartier étant aussi un secteur où les gens viennent se garer pour aller travailler en centre-ville ou prendre le bus, tout ce qu'on a dit, le parking relais, là, tout ça contribue à dégrader aussi la qualité de l'air. Et des enjeux aussi environnementaux puisque on est sur un secteur de ruissellement, alors ce n'est pas un allié forcément très fort, mais quand même, on est sur du ruissellement et le fait d'avoir tout imperméabilisé fait qu'aujourd'hui, on a des problématiques aussi en période de pluie. Mais vous allez voir que tout ça a guidé aussi le projet, qui est plutôt traduit comme ça. Enfin, ça, c'est une des visions du projet, mais c'est l'idée qu'on voulait vous montrer. C'est en gros îlot de fraîcheur et surtout îlot de vie, quoi. En fait, c'est comment on concilie îlot de fraîcheur et îlot de vie. Et donc, la philosophie de tout ça, c'est renouer avec le plan initial. Comme tu disais, Serge, tout à l'heure. C'est mettre en lien l'analyse des dysfonctionnements ou des points faibles de la place et la parole des habitants, qui étaient leurs envies, donc de retrouver un secteur de confort avec vraiment un vrai espace public qui permettrait donc de faire une vraie place aixoise. Donc on retrouve la question du patrimoine, une place avec de la verdure donc pour revenir sur le besoin d'environnement sur ce secteur de quartier qui doit redevenir majeur
dans la lecture qu'on fait de l'espace. Et bien sûr, le côté vivre ensemble avec une potentialité, une fois que la voiture sera sortie de l'espace définitivement, de voir comme les jours de marché, mais avoir des jours autres avec d'autres fonctions que la simple consommation, on va dire. C'est de culture, de rencontres, de patrimonial aussi, de recréer, comme je disais, une place aixoise dans un maillage avec les autres places et pouvoir accueillir donc, des événements hors ce qui peut se faire en centre-ville d'Aix. Notamment cette année, ça a été un lieu où la flamme olympique est passée. Voilà, il y a une œuvre d'art qui est installée. Il y a une œuvre d'art qui est installée, donc on met cette place au cœur de la vie aixoise au même titre que les places, je dirais, intramuros. Ouais. Et d'ailleurs, vous voyez, dans les deux scénarios qu'on a proposés aux élus, il y en avait un où on gardait le stationnement, quoi, parce que on s'est dit, on sentait quand même qu'il y avait quand même des réticences encore. Et on reste là-dessus, c'est qu'on a vu aussi dans les enquêtes que ce que vous voyez, le point de transport en commun BHNS qui est sur l'avenue de l'Europe, le maintien, si on avait choisi le scénario 2 avec le maintien du parking, il se trouve que cette borne de BHNS, donc de connexion au réseau urbain de transport en commun, c'est la plus fréquentée d'Aix-en-Provence. Donc l'idée de ne pas d'accompagner, mais sans le renforcer, le côté parking relais à proximité, a permis de maintenir donc une fonction d'un choix très fort de la municipalité de rester sur une place sans voiture, pour que justement les usagers du bus aussi puissent sortir en toute sécurité dans un quartier apaisé sur une vraie place. Tout à fait. Donc on est vraiment là au cœur de la question de la vie du quart d'heure, qui dépasse les simples approches de dire on va remettre des boulangers là où il n'y en a pas. C'est aussi on aménage l'espace différemment, on l'apaise, on met en valeur l'espace public, on renoue avec la qualité architecturale aussi des lieux, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais classement possible de ce quartier au titre de patrimoine remarquable. Et effectivement, c'est un patrimoine remarquable. Ce n'est pas forcément une très très grande richesse architecturale, mais surtout le plan d'urbanisme. Il y a quand même des éléments hyper intéressants, notamment il y a la fontaine là qu'on voit en bas, qu'on propose de remettre en état, puisque la spécificité d'Aix, c'est ces fontaines. Il y en a une sur chaque place. Or, ici, il y en avait une, elle est tombée elle n'a jamais été entretenue. Et du coup, on proposait, donc, du coup, c'était un élément marquant, parce que cette forme un peu typique des années 70, qui sera un élément marquant. Tout ça pour dire que ce schéma d'aménagement a été voté, approuvé. On retrouve le marché, on retrouve aussi la possibilité d'avoir des food trucks au milieu, vous voyez, ces petites rectangles là que vous voyez, parce qu'il y avait un manque de restauration, donc on doit pouvoir aussi mixer des petites halles couvertes, des espaces de food truck pour aussi offrir de la restauration aux habitants. Dans un quartier où il y a des banques et il y a beaucoup d'emplois. Bien sûr, tout à fait. Voilà, on végétalise énormément parce qu'on rajoute beaucoup d'arbres, notamment des arbres pesticides par rapport aux aléas à risque qu'on vous avez identifiés. Voilà. Et on répond aussi aux besoins de la population, jeunes enfants, familles, femmes avec enfants, etc., en remettant des jeux, des espaces ludiques dans la partie sud. Voilà, en gros, on retravaille un peu cette notion de ville du quart d'heure sous l'angle du projet urbain. Et je pense qu'on en a fini. Nous, on a fait la partie présentation. Oui, peut-être juste un mot quand même de dire que pour le coup, c'est pas... peut-être on le verra. Non, c'est qu'en 2025 devraient commencer les travaux de cette place. Du coup, derrière, un bureau d'études a pris la main. On a passé la main. On a travaillé avec les habitants et les élus sur la vision, on va dire, et un peu des principes d'aménagement. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, faut faire quoi. Très bien. Un immense merci, Ludovic et Serge, à la fois pour l'exercice d'avoir compressé dans le temps autant de choses, et puis aussi, surtout, j'ai beaucoup apprécié le lien entre la grande théorie de la ville du quart d'heure et puis à la fin, donc, cet exemple très concret de réalisation. Donc, on voit effectivement… D'atterrissage. Voilà, d'atterrissage.
Bon, bah écoutez, donc j'invite tout le monde à rallumer ses caméras et ses micros pour Au niveau temps, que... ça allait. C'est très bien, c'est parfait. Et donc maintenant, on a 3 quarts d'heure pour discuter. Donc voilà, chacun peut peut-être se présenter au fur et à mesure qu'on prend la parole pour voilà, pour qu'on fasse un petit peu connaissance en même temps.